Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le jeudi 4 février 2021. Vous regardez à l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Au sommaire de cette émission, notre enquête sur le monde de l'art contemporain qui vit son MeToo. Témoignage du sculpteur Laurent Follon qui accuse Claude Lévesque de viol. Rencontre avec la jeune génération qui s'organise pour faire changer les choses. Notre invité, le député repenti du macronisme Aurélien Taché. Il nous dit ce qu'il pense du projet de loi séparatisme qui n'est pas censé stigmatiser l'islam, mais qui pourtant suscite beaucoup de débats sur le voile. Et puis détour par l'océan Viking où Nejma Brahim nous racontera de nouveaux sauvetages de migrants en Méditerranée. Avant de développer ces sujets, petit rectificatif par rapport à ce qui a été dit hier concernant la vaccination. Sur ce plateau, William Dab déplorait que l'information sur les personnes ayant reçu les 2 doses de vaccin n'était pas publique. Eh bien, il se trompait et nous ne le savions pas. En fait, cette information est publique. Sur le site covidtracker.fr, on peut constater qu'à ce jour, un peu plus de 100 000 personnes ont reçu les 2 doses sur les 1,6 million de personnes vaccinées en France. Tout de suite, notre enquête. Le mouvement MeToo a traversé de nombreux univers largement racontés dans Mediapart. Le dernier en date concerne l'art contemporain. Ce milieu, lui aussi, connaît son MeToo. La semaine dernière, une tribune a été publiée dans Libération intitulée « Affaire Lévesque, dans l'art aussi, l'omerta doit cesser ». Signée par plus de 200 artistes, enseignants en art, commissaires d'exposition, critiques, régisseurs, médiatrices, collectionneurs ou amatrices d'art, ils manifestent leur solidarité avec ceux et celles dont les signaux n'ont pas été entendus. Il nous paraît urgent d'identifier les systèmes de domination qui ont rendu ces violences si longtemps possibles, écrivent-ils. C'est l'affaire Claude Lévesque qui a donc déclenché cette tribune. Et cette affaire à Mediapart, c'est Michel Deléan et Magali Le Sauvage qui ont enquêté dessus. Leur enquête révèle des faits de pédocriminalité qui visent le célèbre artiste plasticien. Une plainte pour viol sur mineur a été déposée et une enquête est en cours. Plusieurs personnes, ces derniers mois, ont confié à Mediapart avoir subi des violences sexuelles par Claude Lévesque lorsqu'elles étaient mineures. Parmi elles, le sculpteur français Laurent Follon, basé en Suisse. Direction donc Genève avec Youmni Kezouf. Laurent Follon nous y a accueillis dans son atelier. Pour Mediapart, il a bien voulu raconter cette période de sa vie dont il se souvient très bien. Attention, les propos qui suivent sont difficiles à entendre. Les premières choses, oui, ce sont effectivement des attouchements. C'est très précis dans ma mémoire parce que en fait, c'est arrivé le jour de mes 10 ans, donc, le 6 août 1979. Et puis des premières pénétrations vers l'âge de 13 ans. Et jusqu'à 17 ans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Claude Lévesque est un proche de votre famille, c'est quelqu'un en qui votre famille et vous avez confiance. Donc, pour lui, c'est simple de vous amener à faire ce qu'il vous demande. Ouais, je considère que j'ai été préparé à ça, guidé peu à peu vers ça, vers ces rapports sexuels dès l'âge de 3 ans. En fait, il a apparu quand j'avais 3 ans dans ma famille. Autant vous dire que c'est comme s'il avait été toujours là dans le paysage familial. Il a tissé sa toile comme ça, petit à petit, au sein de ma famille. Il a fait son nid dans cette famille, quoi, en séduisant d'abord les parents, notamment ma mère. Devenu donc ami de la famille Follon, Claude Lévesque cultive le secret. À l'époque, vous n'en parlez pas à vos parents? Non. Pourquoi? Parce que... Ils vous demandent de ne pas en parler? Ils me demandent de ne pas en parler, d'une part, en me disant assez rapidement, peut-être pas la première semaine, mais les vacances suivantes, que si jamais j'en parle, ça se passera très mal, il ira en prison et... Donc il a conscience de faire quelque chose qui n'est pas légal. Oui. Bien qu'il appelle ça une histoire d'amour. Il n'a pas conscience du mal, il n'a pas conscience que ça puisse faire du mal et détruire des vies, je pense. Enfin, on va dire, je ne peux pas parler à sa place. Mais que c'est pas légal, oui, bien sûr qu'il en a conscience. Oui. Conscience d'être dans l'illégalité et pourtant très bavard, selon Laurent Follon. J'ai pris connaissance d'autres cas parce que
L'évêque m'a confié beaucoup de choses, parce que c'est un type qui est extrêmement bavard, qui a besoin de se confier, qui déverse un peu comme ça sa psyché, et ses pensées, et sa vie sur les autres, et qu'il a besoin de parler de sa sexualité, mais il ne peut le faire qu'avec ses victimes. Il vous disait quoi? Il me décrivait les rapports qu'il avait avec d'autres, en me disant je vis une formidable histoire d'amour avec un tel, avec un tel. Et ces personnes étaient des adolescents? Ouais. Des mineurs de moins de 15 ans, en tout cas quand les relations commencent. Une histoire d'amour selon Claude Lévesque, tout autre chose pour Laurent Follon. Comment vous qualifieriez Claude Lévesque? De pédocriminel. C'est le terme qu'on emploie à présent. Après le suicide de son frère, qui aurait aussi été violé par Claude Lévesque, des années de malaise existentiel et un accompagnement psychologique, Laurent Follon décide de porter plainte. Moins pour lui, les faits sont prescrits, que pour d'autres victimes potentielles. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Ce que j'attends, c'est qu'il y ait un procès. Donc voilà, j'attends ça, que d'autres victimes portent plainte, que d'autres victimes contactent la police, moi-même ou les médias, de sorte qu'il y ait une instruction qui soit ouverte, parce que, à ma connaissance, c'est toujours pas le cas, hein, on est toujours au stade de l'enquête préliminaire, et puis qu'il y ait des plaintes déposées, qu'elles soient recevables, et puis qu'il y ait enfin un procès. Et puis la dernière chose, c'était de l'arrêter, quoi, d'arrêter ses agissements en prenant parole comme ça un peu devant la justice, d'espérer que les gens qui le fréquentent, notamment les parents, se rendent compte un peu de qui est le personnage et que ça devienne plus compliqué pour lui de commettre ses abus. Laurent Follon parle aujourd'hui à l'âge de 51 ans. Les faits sont donc prescrits. Alors pour lui, aucun doute, les crimes sur mineurs doivent être imprescriptibles. Débat qui agite la société en ce moment. Parmi les victimes que je connais ou qui ont pu prendre contact avec moi depuis que c'est sorti publiquement, il n'y a que des gens qui sont entre la quarantaine, la cinquantaine, qui acceptent d'en parler facilement. Enfin, c'est loin d'être facile pour elle, hein, mais même 30 ans, ça ne suffit pas, quoi. Moi, très clairement, je plaide pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs des moins de 15 ans, parce que le chemin est tellement long que sans ça, ces gens ne seront pas punis, quoi. Je rappelle que Claude Lévesque est présumé innocent. Son avocat Emmanuel Pierrat n'a pas souhaité nous répondre, mais il avait fait savoir dans l'enquête écrite de Mediapart que Claude Lévesque a déposé plainte contre X pour diffamation, dénonciation calomnieuse et chantage. La révélation de cette affaire a donc provoqué un petit séisme dans ce milieu d'ordinaire peu bavard sur ces questions, car en fait, ce n'est pas un cas isolé. Depuis plusieurs mois, des artistes, des critiques d'art, des galeristes sont mobilisés au sein d'un collectif. Ça s'appelle My Art Not My Ass, mon art, pas mes fesses. C'est un compte Instagram qui compile les témoignages de violences sexistes et sexuelles dans le milieu de l'art. Il y en a beaucoup. Dimanche, on a pu rencontrer une de ses fondatrices, Charlotte, artiste elle aussi. Le point de départ, c'est un groupe d'amis qui en a marre de subir des violences. On a remarqué, on a mis en lumière un harceleur. Cet individu utilisait son pouvoir et son influence pour harceler, et qu'à chaque fois que l'une d'entre nous disait non, il devenait agressif et qu'il avait une forme de chantage professionnel. Le compte est lancé en 2019, très vite, plein de messages arrivent, lecture. Le problème des artistes femmes, c'est qu'à 30 ans, elles font des gosses et elles disparaissent. Un galeriste a une artiste. Si tu es trop féminine, tu distrais les collectionneurs, tu agaces leurs femmes, tu ne vendras rien. Conseil d'un artiste à une assistante. Si un collectionneur te drague, ignore-le, mais surtout ne le brusque pas. S'il se vexe, il n'achètera plus rien. À chaque fois, les remarques s'adressent à des subordonnés, notamment à des stagiaires. Exemple. Hello, j'étais stagiaire dans une galerie parisienne pendant longtemps, où le directeur était vraiment border. Il m'a appelé à son bureau, je portais une jupe. J'ai dû me mettre à quatre pattes devant lui pendant une bonne vingtaine de minutes. Il était assis à son bureau, me regardait avec un malin plaisir. Au moment où elle a levé la tête, il était en train de la prendre en photo à quatre pattes dans son bureau. Il a répondu d'un air interloqué. Je vous prends en photo pour pouvoir montrer aux autres que vous êtes mon esclave.
Pour Charlotte, aujourd'hui, ça ne peut plus durer. On a ce systématisme d'ambiguïté et de rapport où on est sans cesse remis à notre place de femme, sans cesse remis à notre place d'infériorité. Je ne me suis jamais considérée féministe. J'ai jamais vraiment pris trop ça au sérieux en me disant que c'était peut-être secondaire ou que ça faisait partie, que c'était un élément. Et aujourd'hui, en fait, j'ai plus envie de laisser passer ça. Et je pense que c'est important de le montrer du doigt et de le révéler. Alors aujourd'hui, My Heart Not My Ass, dont les membres veulent rester anonymes, se forme à l'accueil de la parole des victimes. Une nouvelle génération très mobilisée sur ces sujets, donc. Alors comment vit-on le sexisme ambiant quand on démarre dans ce métier? On a rencontré Camille Bardin, 23 ans, critique d'art indépendante. Même si elle dit évoluer autour de professionnels passionnants, difficile pour elle d'oublier son arrivée dans ce milieu. Attention, encore un témoignage difficile. Mon parcours, il a été aussi ponctué de simples, j'ai envie de dire, de simples remarques sexistes d'un directeur de publication qui me réclame de mettre davantage en jupe parce qu'il apprécie regarder les jambes des femmes, à l'agression sexuelle dans un atelier d'artistes dans lequel je me rends et où je suis contrainte de partir en courant parce que l'artiste glisse sa main entre mes cuisses, me tient pour que je l'embrasse et je pars en courant. Malgré cette agression, Camille s'estime plus à l'abri que certaines artistes très précaires. Il faut savoir quand même qu'un artiste ou une artiste, elle réussit ou il réussit à vivre de son travail rarement avant ses 35 ans. Je crois que cette précarité et cet isolement aussi, il motive les agressions sexuelles et sexistes. Une précarité qui n'aide donc pas à dire non. On est un jeune artiste qui est face à un galeriste important, à un journaliste important, un critique d'art important, commissaire que sais-je, ou même un artiste aussi plus vieux, plus important. On n'a qu'une trouille, c'est que si on dit non, si on se dit stop, notre carrière va être mise en péril. Pour elle, assainir le monde de l'art, en fait, c'est assez simple. On arrête de travailler avec les personnes qui aujourd'hui sont problématiques. Et d'un autre côté, visibiliser les femmes artistes, d'ailleurs plus nombreuses que les hommes. 65% des personnes qui sont diplômées en art en France sont des femmes. Sauf qu'il y a une évaporation totale de ces femmes où on se rend compte que seulement un tiers des expositions présentées en centre d'art aujourd'hui en France sont sur des femmes. Et si vous voulez relire l'enquête sur l'affaire Lévesque, c'est donc dans Mediapart, sous la plume de Michel Deléan et Magali Le Sauvage. Tout de suite, j'accueille notre invité, un député en croisade contre le projet de loi séparatisme, Aurélien Taché. Bonsoir Aurélien Taché, bienvenue, installez-vous. Vous êtes député du Val d'Oise, ex-En Marche, désormais vous êtes au Nouveau Démocrate, un parti que vous avez cofondé, que vous coprésidez avec Émilie Cariou, qu'on a déjà reçu ici. Vous faisiez partie de la garde avancée d'Emmanuel Macron avec une dizaine de députés, vous défendiez le macronisme haut et fort dans les médias jusqu'à la rupture. Vous êtes ce qu'on appelle dans certains portraits un repenti du macronisme et en bon repenti, vous ne retenez pas les coups contre Emmanuel Macron. Comment le définissez-vous aujourd'hui ? Comme quelqu'un qui... Là, le mot qui me vient tout de suite, peut-être trouver ça trop fort, excessif, mais tant pis, c'est autocrate. Moi j'ai vraiment... Mais autocrate comme Poutine ou autocrate comme un démocrate qui met à mal un peu la démocratie ? Non, évidemment pas comme Poutine. Mais en fait, le problème, c'est qu'on oppose à cette autocratie autoritaire nationaliste type poutinienne la démocratie et on ne voit pas qu'elle peut avoir une version dévoyée, qui est à mon avis celle qui est actuellement au pouvoir en France, qui est une espèce de technocratie qui prend les airs de démocratie. Vous allez demander à n'importe quelle personne de la République En Marche, il va vous dire, mais attendez, on a été élu démocratiquement, on a respecté les règles, et donc cette question de finalement la légitimité institutionnelle versus la légitimité politique, et tout ce qui avait été promis, à savoir... On va faire rentrer la société, on va faire rentrer les citoyens, les élus dans la gouvernance du pays et on va essayer de fonctionner autrement, a été passé par perte et profit. Et aujourd'hui, c'est presque pire parce que c'est light en réalité, on le sent moins, on le voit moins, on le devine, mais je trouve que la démocratie en France est mise sous cloche et étouffée, oui, depuis un moment. Qu'est-ce qui a changé entre Emmanuel le candidat et Macron le président ? Beaucoup de choses, mais là aussi, il y avait certainement peut-être... matière à décrypter des choses que moi je n'ai pas vues immédiatement, c'est vrai, dans le flou du projet, des formules, dans un certain nombre de choses, mais pour autant, je crois quand même que même les détracteurs les plus anciens d'Emmanuel Macron pourraient, enfin, c'est mon avis, reconnaître qu'il y avait quand même l'idée d'un élan de modernisation de la vie politique.
on va mettre une nouvelle génération au pouvoir. On va donner la parole à ceux qui ne l'ont pas nécessairement. On va essayer de dépoussiérer un peu des clivages. Moi, j'avais compris que ça ne voulait pas dire les faire disparaître, les réinventer. Et donc, on va finalement moderniser ce qui pourrait être, certains diraient la gauche, certains diraient les démocrates, les progressistes, ce camp politique-là. Et en réalité, très très vite, on a été déçus, puisque la première loi, moi, qui m'a choqué, était la loi Collomb sur l'immigration. À l'époque, moi, on m'avait confié la partie intégration et sociale, donc j'ai jusqu'au bout essayé de me dire que ce fameux « et en même temps » dont on parlait beaucoup allait pouvoir se réaliser. Ça n'a pas fonctionné. Et puis après, vous avez toute une série de choses. Donc en fait, le Emmanuel Macron de l'époque se faisait passer pour quelqu'un d'extrêmement moderne, démocrate. Et le président a été véritablement autre chose. Voilà, je sais pas, peut-être on avait imaginé un nouveau Rocard, ça a été un nouveau Giscard. Et au final, c'est pas du tout ce que les gens en attendaient. Alors, le projet de loi séparatisme, qui s'appelle projet de loi confortant les principes républicains. La CNCDH a rendu un avis très critique. Selon elle, le texte va les fragiliser, ces principes républicains, au lieu de les conforter. Est-ce qu'avec cette loi séparatisme, Emmanuel Macron franchit une ligne rouge ? Oui, alors il le fait toujours avec beaucoup de prudence, et c'est là où c'est difficile, parce que effectivement, en fait, il n'y a pas une mesure qui, dans ce texte, permet de symboliquement dire voilà, on voit bien ce que ça veut dire. On voit bien qu'on a affaire à des gens qui sont sur une logique où finalement le rapport à l'altérité, à la religion est finalement un peu le même que la droite très conservatrice. C'est tout un ensemble, c'est plutôt une espèce de... Je crois que c'est un des intellectuels qu'apprécie Emmanuel Macron qui parle d'islamisme d'atmosphère. Là, vous avez une espèce de conservatisme d'atmosphère dans ce projet de loi. C'est-à-dire que ce n'est pas une mesure phare, mais mise bout à bout, il y a une espèce d'agenda politique qui finit par se dévoiler, qui est que, effectivement, en pleine crise sociale, en pleine... crise sanitaire, on va plutôt considérer qu'il faut avoir un certain nombre de débats sur est-ce qu'on doit accepter le voile dans l'espace public ou non. Alors habilement, il laisse porter cela par les Républicains ou d'autres, mais finalement... les mots sont placés, le discursif est là. Et puis, une loi qui met à mal la liberté associative, la liberté d'instruction, tout un tas de libertés, sous prétexte de lutter contre cet islamisme d'atmosphère. Donc, oui, il franchit une ligne rouge. Clairement, il donne raison à ceux qui veulent faire entendre dans ce pays l'idée que le principal problème viendrait du fait qu'il y a une diversité de religions, d'origines et autres, et non pas des inégalités sociales, et non pas du recul des libertés. Alors on va rentrer dans le détail de cette loi, notamment la question du voile. Mais juste, pourquoi est-ce qu'il fait ça, selon vous ? Malheureusement... On est à 1 an et demi de la présidentielle. Est-ce qu'il faut y voir une tentation de ramasser des voix sur sa droite, plutôt à droite Oui, moi je crois qu'il y a des raisons politiques. Parce que c'était effectivement pas la promesse. Emmanuel Macron, plusieurs fois sur divers plateaux télé ou dans des déplacements, a expliqué qu'il ne voulait pas toucher ici même, effectivement, à la laïcité telle que définie par la loi 1905, que les laïcistes auraient gagné si tel était le cas. Et aujourd'hui, il est à pieds joints dedans. Complètement. Effectivement, je pense que les raisons politiques sont les raisons principales. Emmanuel Macron, moi, quand je l'ai rejoint, je pensais qu'effectivement, c'était quelqu'un qui avait du respect pour les idées, avait du respect pour les concepts. Et on peut discuter de savoir si oui ou non, finalement, une vision un peu libérale sur le plan politique, à droite citée, à gauche pour les progressistes ou autres. Moi, c'est des débats qui m'intéressent. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. C'était pas du tout son projet, c'était pas du tout son idée. En fait, c'était un pur pragmatique. C'est d'abord et avant tout quelqu'un qui, oui, il aborde la politique comme on aborde finalement, la vie économique. En ce moment, il a l'impression que c'est impossible et que c'est trop risqué politiquement de continuer à défendre une vision de liberté, une vision véritablement humaniste, et donc il va sur cette idée que, écoutez, tant pis pour les Français musulmans, si c'est ça qu'il faut pour finalement aller prendre des voix et puis regagner la prochaine élection et empêcher Marine Le Pen, mais alors à quel prix ? Empêcher Marine Le Pen, mais à quel prix ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on empêche Marine Le Pen pour aller toujours plus loin dans des idées qui se rapprochent des thèmes qu'elle défend, c'est pas moi qui le dis, c'est elle.
Elle dit: j'ai été reçu par Gérald Darmanin, c'est la première fois qu'un ministre de l'Intérieur me reçoit, c'est la première fois que je vois un texte qui est aussi en phase avec nos idées. À quoi ça sert d'avoir été voté contre Marine Le Pen pour Emmanuel Macron en 2017? Alors, le fond du projet, justement. Des heures de débat, là, ces derniers jours, et des dizaines d'amendements sur, à votre avis, le voile. Il y avait du niveau dans la majorité sur ce sujet, mais ce sont les députés républicains qui ont vraiment tout donné pour tenter d'interdire le voile un peu partout. D'abord sur les bancs de l'université. Je veux par cet amendement très clairement défendre et soutenir le fait que le voile n'a pas sa place dans les amphithéâtres de nos universités. Amendement rejeté ensuite pendant les sorties scolaires. Un élève n'a pas à subir l'influence religieuse d'un adulte. Une sortie scolaire, c'est l'école, c'est la continuité de l'école. Et un enfant n'a pas à subir cette pression, n'a pas à subir cette influence. Il y a des parents d'élèves qui sont désireux d'accompagner, de rendre service, d'aider le service public, mais il y a aussi des parents qui décident de prendre la main sur l'école, d'exercer une emprise sur l'école. Amendement rejeté à nouveau. Ça a donc débattu voile jusqu'à minuit. Hier soir, ça c'était donc hier soir. Et ce matin, on a parlé de quoi? Eh bien du voile, évidemment. Et toujours avec Éric Ciotti qui souhaite cette fois l'interdire aux mineurs. Qui peut tolérer qu'on impose le voile à une fillette de 10 ans? Qui peut tolérer qu'on la contraigne à être quelque part le symbole d'une avancée idéologique? Qu'est-ce qui vous empêche, comme une grande partie du groupe majoritaire l'a demandé, l'a souhaité, d'interdire le port des signes religieux aux enfants, aux mineurs? Alors, dans les rangs de l'opposition et chez quelques députés de la majorité, on a pointé cette obsession de la droite pour le voile, florilège. Votre contre-projet, le voile. Votre réforme constitutionnelle, le voile. Votre solution pour la société, le voile. Votre lutte contre le séparatisme, le voile. C'est à la fois grossier, stigmatisant, inutile. Bref, finalement, ça n'a que peu d'intérêt. Quand des concitoyens qui écoutent les partis que vous représentez entendent que quelque part il y a un lien mécanique, qu'à chaque fois qu'ils croisent une femme voilée, c'est potentiellement quelqu'un qui abrite le terrorisme, il ne faut pas s'étonner après qu'à chaque fois qu'il y a ces discussions et ce genre de venin qui se distille, il y a toujours plus d'agressions, que ce soit des insultes, que ce soit même à certains moments des agressions physiques des femmes voilées dans ce pays. Vos paroles arment les actes. C'est ça la réalité. Et ça, vous ne pouvez pas l'ignorer. Le ministre l'a dit, dans la loi, on ne parle pas des signes religieux ni du voile. Pourtant, le peu que j'ai pu participer depuis le début de ces débats, nos échanges dans l'hémicycle, vous ne parlez que de ça. Le voile, le voile, le voile. Le voile, c'est ce qui revient constamment dans les débats quand il est question de parler des musulmans. Comment vous expliquez que les débats se cristallisent systématiquement autour du voile? C'est assez simple, c'est une manière beaucoup plus habile et pudique de dire qu'on ne veut pas de certains Français. C'était difficile pour la droite avant de pouvoir, comme M. Ciotti ou d'autres, aller sur finalement les thèses de rejet total de l'immigration ou de Français qui sont issus deuxième, troisième ou quatrième génération de l'immigration, parce que il y a quand même dans ce pays, au nom d'un universalisme qu'il faut défendre, mais dont l'application peut parfois être malheureusement pas aussi protectrice pour l'ensemble des Français que ce qu'on l'aimerait. C'était difficile d'aller sur un rejet de l'autre. C'est beaucoup plus facile de l'habiller avec l'idée d'un rejet de la religion, et de la religion musulmane en particulier, en laissant entendre que finalement cette religion serait à l'origine du terrorisme, et en amalgamant le fait que finalement les terroristes qui utilisent l'islam pour pouvoir évidemment semer la terreur ne seraient pas tout simplement des gens qui suivraient la religion musulmane, et que l'ensemble des musulmans pourraient être dans cette logique-là. Donc le voile, c'est finalement l'idée
que le message politique, c'est de dire à certains, vous ne serez jamais français exactement comme les autres, en tout cas à nos yeux. Et donc, voilà, on prend cet aspect-là, puisqu'effectivement, il y a des sujets derrière qui peuvent, à premier abord, questionner. Est-ce que, quand on est pour l'égalité entre les femmes et les hommes, on ne doit pas s'interroger là-dessus? Tout ça, ce sont des débats légitimes, mais qui sont complètement instrumentalisés. Et moi, c'est là où je ne comprends pas une partie de la gauche et une partie des gens qui se disent républicains, qui évidemment... veulent pas forcément être dans un agenda purement xénophobe, mais qui en tout cas facilitent le travail de gens comme M. Ciotti et autres et finissent par être dans une forme de confusion avec eux. Donc oui, ça peut être souvent le faux nez d'une nouvelle forme de racisme, tous ces débats autour du voile. Et ça, il faut être capable de le dire, je crois, quand on est sincèrement humaniste. Au-delà du voile, qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce que propose cette loi ? Beaucoup de choses. La liberté associative est mise à mal par cette loi, complètement. Moi, je sais ce que ça veut dire que de respecter les lois de la République. Je ne sais pas ce que ça veut dire quand un pouvoir en place me dit il faut que vous adhériez à notre vision des valeurs de la République et que vous le mettiez sur une charte, sinon... ou plutôt, j'ai trop peur de ce que ça peut vouloir dire. C'est-à-dire qu'effectivement, très bien, on va pouvoir dire à telle ou telle structure qui serait proche de l'islamisme qu'on la surveille, mais pour les autres alors, pour les associations qui viennent en aide par exemple aux migrants, qui viennent en aide aux gens qui n'ont pas forcément de papier, qui viennent de passer une frontière, on va leur dire mais là est-ce que vous respectez vraiment les valeurs de la République? Est-ce que vous êtes suffisamment dans la prévention? C'est trop subjectif les valeurs. Mais évidemment, c'est beaucoup trop subjectif. Vous avez déjà M. Darmanin qui s'est empressé de dire l'autre jour sur une chaîne de télévision que ça n'allait pas aller contre l'action française, qui allait pouvoir continuer, c'était bizarre comme référence, qui allait pouvoir continuer à faire son action associative, mais qui dans le même temps laisse entendre que ceux qui dénoncent le racisme d'État, eux, seraient privés de cette reconnaissance de l'État. Donc vous voyez bien que c'est purement idéologique. Ce gouvernement utilise cette loi pour pouvoir aller plus loin dans l'imposition de ses propres dogmes idéologiques. Et effectivement, c'est très inquiétant d'avoir une loi qui peut être utilisée à cet escient-là. Alors, vous avez proposé une trentaine d'amendements. Par exemple, supprimer l'article 21 qui interdit l'instruction à la maison, sauf impératif de santé. Vous voulez aussi ajouter un article sur l'éducation aux questions mémorielles, favoriser la mixité sociale à l'école, notamment dans les grandes métropoles. Ça, c'est un autre de vos amendements. Et il y a un amendement que vous n'avez pas soutenu. Pourquoi? L'amendement 2298. Écoutez, vos anciens députés, vos anciens collègues de la majorité s'en étonnent sur Twitter. Alors, je vous pose la question. Pourquoi vous n'avez pas soutenu votre amendement 2298? Pour une raison très simple. Quand hier soir, l'amendement a été présenté, non, pas du tout. Vous savez que c'est la procédure du temps programmé. Et donc, il restait 1 seconde pour le défendre. 1 seconde, j'ai beau être un orateur brillant ou pas d'ailleurs, en 1 seconde, je ne sais pas défendre un amendement. Ils se sont débrouillés, et je tiens à le dire aussi, pour que cette loi soit vraiment la plus contrainte possible. Je dis il, c'est la majorité, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand et d'autres. Il n'y a que 40 heures de débat, et pour les non-inscrits, moi je dois partager 50 minutes de temps de parole avec Mme Le Pen, Mme Ménard et une vingtaine de parlementaires, parce que je n'appartiens pas à un groupe parlementaire. Donc j'aimerais pouvoir aller défendre mes amendements dans l'hémicycle, je ne demande pas mieux. Je vous le dis d'ailleurs, chers collègues de la majorité, pour ceux qui regardent l'émission, demander à ce que nous, les députés non inscrits, et à ce que moi, qui ai quand même déposé beaucoup d'amendements sur ce texte, puissions venir débattre et défendre nos amendements dans l'hémicycle. Le message est passé. 2 questions pour finir très rapidement. Vous étiez dans ce qu'on appelle l'aile gauche des En Marche. Est-ce qu'elle a un moment été écoutée, cette aile gauche? Parce que là, clairement, elle ne l'est plus. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en reste? On ne sait pas. Mais est-ce que vraiment elle a existé, ou est-ce que ça a été une sorte de mythologie? Enfin, elle a été un Maintenant tout petit que vous n'y êtes plus, vous pouvez le dire franchement. Oui, très très peu. Un petit peu plus au départ, évidemment, au moment où je vous ai parlé tout à l'heure du rapport que j'avais fait sur les réfugiés, au moment de la loi Collomb, on avait encore quelques... Mais c'était déjà très déséquilibré. Est-ce que vous n'étiez pas déjà une caution? En tout cas, c'était déjà très déséquilibré, je le reconnais bien volontiers. Et au fur et à mesure des mois, ça a été de pire en pire, à tel point qu'on en est arrivé à faire cette loi. Et bien d'autres, parce qu'on pourrait parler de la loi Casseur, on pourrait parler effectivement des reculs sur la bioéthique, on pourrait parler sur la question des inégalités sur le plan social. On devait faire le droit aux chômeurs pour les démissionnaires et les indépendants. Au final, on a réduit les droits des chômeurs pour les salariés sans ouvrir les 2 autres. Bon, bref, sur l'ensemble des sujets, ça s'est droitisé en permanence. Et l'aile gauche a eu de plus en plus de mal à se faire entendre et est partie. Si l'élection présidentielle est demain au premier tour, est-ce que vous pourriez revoter Macron ou c'est exclu? Non, c'est exclu. Ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait très très peu de gens qui se présentent à l'élection présidentielle. Mais alors je crois qu'il y en a au contraire beaucoup. Dans l'offre politique actuelle à gauche, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse? Hidalgo, Jadot, Mélenchon?
Les 2 premiers m'intéressent. Le 3e, on a une Pourtant, vision... vous acquiesciez aux propos des députés insoumis. Oui, Éric Coquerel je vais même vous faire une confidence. Donc Mélenchon, c'est non. Je vais même vous faire une confidence sur la loi séparatisme. C'est non sous quelles conditions? Non, pas de confidence. Mélenchon, c'est non. Malgré son magnifique discours à la tribune l'autre jour sur la loi séparatisme, non, ce sera non. Pourquoi c'est non? Ce sera non parce que c'est une vision aussi assez autoritaire des choses. Mélenchon admire le colonel Chavez, admire Vladimir Poutine, finalement a une vision de la société qui n'est pas la mienne non plus. C'est un robespierriste. Moi, je crois en la liberté, pas en la vertu, comme élément qui doit faire avancer un projet politique. Merci Aurélien Taché. Bon courage pour la suite des débats. Merci. Pour vous faire entendre. Notre journaliste Nejma Brahim est toujours sur l'Ocean Viking pour Mediapart. Elle nous raconte 2 nouveaux sauvetages qui ont permis de mettre 237 migrants à l'abri. Bonjour à toutes et à tous, je suis à bord de l'Ocean Viking et ce matin les équipes de SOS Méditerranée ont opéré un sauvetage assez critique dans les eaux internationales au large de Koms en Libye. Il était environ 6h45 lorsque les marins sauveteurs ont jeté les bateaux de secours rapides à l'eau pour aller porter secours à une embarcation de type canot pneumatique qui était vraiment surchargée. Et alors que la situation semblait être sous contrôle, les marins sauveteurs avaient prononcé leur discours, leur avaient expliqué les modalités de l'opération de sauvetage. Une dizaine d'hommes est tombée à l'eau, ce qui a été très difficile à gérer. Il a fallu réagir vite, donc les sauveteurs leur ont jeté des gilets de sauvetage à l'eau. Je pense notamment à un homme pour qui ça a été très compliqué car il ne savait pas nager. Donc on l'a récupéré à bord du bateau de secours Easy One, lui ainsi que 3 autres personnes, avant que l'opération ne se termine dans de meilleures conditions. Ce qui a rendu aussi les choses un peu compliquées, c'est qu'un des 2 moteurs du Easy One nous a lâchés alors que nous nous dirigions vers cette embarcation en détresse. Donc la situation était assez tendue à bord. À leur arrivée à bord de l'Ocean Viking, les migrants secourus, ils étaient 121, dont 19 femmes, un bébé et un jeune enfant, ont été pris en charge par les équipes de SOS Méditerranée et l'équipe médicale notamment. Les femmes qui étaient épuisées sont allées se coucher, se reposer dans l'abri qui leur est dédié, tandis que de jeunes hommes sont restés sur le pont pour observer l'horizon ou encore danser et chanter pour célébrer leur soulagement d'avoir été secourus par l'Ocean Viking. En début d'après-midi, entre midi et 2, on a opéré un second sauvetage qui s'est beaucoup mieux passé que le précédent. Il y avait 116 personnes à bord d'une embarcation du même type, un canot pneumatique, et l'opération s'est beaucoup mieux déroulée. Les migrants sont à présent sur le pont de l'Ocean Viking en train de chanter, de jouer du tam-tam et de célébrer leur soulagement d'avoir été secourus. Je peux vous les montrer juste ici. Donc ils sont très heureux d'avoir été secourus par l'Ocean Viking et nous sommes très soulagés que tout se soit finalement bien terminé pour eux et pour nous. Et on retrouvera Nejma Brahim pour d'autres nouvelles sur l'Ocean Viking la semaine prochaine. Tout de suite le 24h. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, un rapide résumé. D'abord, le compte rendu par Camille Polony du procès des Baqueux du 18e. Il se tient en ce moment à Paris. 6 policiers et 2 informateurs sont jugés pour corruption, trafic de stupéfiants, faux en écriture, vol et détournement de fichiers. Covid-19 ensuite avec cette enquête de David Perrotin dans le lycée hôtelier catholique Albert Demain dans le 7e arrondissement de Paris. On sert chaque jour une trentaine de déjeuners en toute discrétion, notamment à des invités de marque comme Monseigneur Benoît de Sinetti, vicaire général du diocèse de Paris, ou Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique. Covid-19 toujours, cet article de nos confrères et partenaires de Mediacité Lyon. On y apprend que les 2/3 des rendez-vous programmés en février pour une première injection du vaccin vont être reportés, en cause les retards de livraison du laboratoire Pfizer. À l'air libre, c'est fini pour cette semaine. Merci à la rédaction et à l'équipe technique, Alexandre Huez, Jimmy Beaufils, Stéphane Pruvot, Robin Dubois, Justine Mazoyer et Martin Bessin. Merci à vous de nous suivre chaque soir. Demain, rendez-vous avec Rachida El Azouzi pour un nouvel entretien sur les 10 ans des printemps arabes avec la féministe égyptienne Mona El Tawawi. Samedi, documentaire, c'est Le Verrou de Leila Chaibi et Hélène Poté, le récit de 3 femmes tunisiennes dans une société qui contrôle le corps des femmes. À l'air libre revient lundi avec Mathieu Magnodex aux commandes. Bon week-end, salut, à lundi.